Elle nous regarde. Vous voulez peut-être savoir à quoi elle pense, ce qu'elle va dire, ce qu'elle a écrit sur ses tablettes. D'ailleurs, est-ce vraiment Sappho sur cette fresque de Pompéi? On n'en sait rien. Et vous n'aurez pas de réponse. Désolé Estelle, nous ne parlerons pas de Sappho. Mais vous pouvez rester quand même. En fait, les questions sont plus importantes que les réponses. Et puis surtout, chacun, Vanessa Glauser, ici présente, avec qui j'ai le plaisir de partager la parole aujourd'hui, moi, vous, chacun a sa réponse. Chaque époque aussi a... Bon, j'aurais pas dû dire sa réponse, j'aurais dû dire ses réponses. Chaque époque a ses réponses. Chaque époque a ses reflets. Et puis, en fait, de reflets, je profite pour remercier Joël Légeret qui nous accompagne au ciel et qui est notre antenne aussi à la BCU, d'avoir préparé une sélection thématique à la BCU qui est disponible ces 2 semaines. Cette semaine et la prochaine, c'est juste ? Exactement, l'expo physique. Après, il y a toujours la sélection qui reste. Donc, femmes en littérature. Et vous voyez que l'affiche est elle-même une forme de mise en abîme de ces reflets qui sont infinis. Ça fait vraiment des drôles de bruit, ce truc. Pourquoi, comment parler de Sappho ? C'est la question. Pourquoi parler de Sappho ? Parce que c'est le fantasme de l'origine. C'est la première dont on a une trace entre les 7e et 6e siècles avant notre ère, à Lesbos, c'est-à-dire sur une petite île de l'est de la Méditerranée, avec des circonstances sociales bien particulières dans cette île, mais comme j'ai dit que je ne parlerai pas de Sappho, je ne vais pas parler de cette question qui nous entraînerait beaucoup trop loin et puis qui est elle-même sujette à 1000 débats. Voilà, le fantasme de l'origine, et puis j'ai dit que c'était la première dont on ait une trace, et il y a le fantasme de la trace, le fantasme du fragment, parce qu'il ne nous reste quasi rien de Sappho, un poème complet, 4, 5, dont on a suffisamment de lignes pour en tirer quelque chose, 6 maintenant, vu qu'il y en a un de plus qui est apparu récemment, mais qui est un peu décevant du point de vue de son contenu, qui nous parle encore de la vie de Sappho, et on va être confronté à la vie de Sappho pour une partie de la soirée. Bref, le fragment permet de tout projeter. On n'a rien, on peut tout projeter. Et puis, il y a le fantasme de l'amante. Le fantasme de l'amante des femmes, mais aussi des hommes, ou au moins que les hommes, par exemple peut-être moi, bien d'autres aussi, cherchent à s'approprier. Et puis, contre cette appropriation contre laquelle, puis je vois que je suis en minorité ici, ça me fait bien plaisir, il faut résister en fait. Et c'est ce que font Monique Wittig et Sand de Zayk dans ce brouillon pour un dictionnaire des amantes, dont une réédition est parue en 2011. Et elles définissent les amantes dans les définitions de dictionnaire. Les amantes sont celles qui, éprouvant un violent désir les unes pour les autres, vivent/aiment dans des peuples. Donc il y a une dimension politique, éminemment politique là-dedans. Mais on voit que vivent et aiment, on s'intéresse toujours à la vie et à l'amour, mais finalement assez peu à la poésie. Et pour cause, parce qu'on n'en a à peu près rien. Mais malgré tout, on cite quand même Sappho, suivant les vers de Sappho. Alors, je ne sais pas très bien de quel fragment il s'agit. C'est une citation manifestement détournée, mais c'est fait pour ça, les fragments. Donc, les vers de Sappho, en beauté, je chanterai mes amantes. Voilà.
Et dans la réédition, Anne Garretta met dans sa préface, on exergue certains points dans cette définition-là, plus celle du mot femme, un terme qui est un néologisme calamiteux, je cite, hein, l'invention mystifiante de celles qui, un beau jour, se mirent à regarder pousser leur ventre. Donc, on peut changer de titre pour notre cours public. Elle a une entrée sur Sappho. Voilà la page sur Sappho. Et elles ont, hein, elles sont deux. Cette page est tout à fait frappante, hein, souvent citée. Elle pose la question de savoir qui est Sappho, comment parler de Sappho. Et puis, elle nous montre qu'il n'y a pas de réponse, hein, en tout cas pas de réponse objective, qu'il y a une infinité de réponses subjectives qui sont toutes construites, qui sont construites par des hommes, mais qui sont aussi construites par des femmes. Il y a 1000 Sappho et toutes sont des fantasmes. Pour prendre que deux exemples tout à fait contemporains, il y a la Sappho des philologues contemporains, dont je fais un peu partie, qui est tout émoustillé à l'apparition d'un nouveau fragment. C'était le cas en 2014, c'était le cas aussi en 2004, et à raison. Hein. Et puis, il y a la Sappho de la communauté LGBTQIA+, je ne sais pas si j'ai oublié des lettres. Et puis, c'est aussi un fantasme, cette Sappho-là. Et ainsi, on peut remonter, j'ai pris ces deux exemples contemporains, mais on peut aller en arrière dans le temps, remonter à travers les époques qui sont autant d'écrans de fumée à travers lesquels on perçoit les écrans de fumée précédents, et ainsi de suite. Et voilà, le fantasme de l'origine restera un fantasme. Maintenant, on va faire cette présentation à deux voix. Je vais parler un peu plus au début, mais Vanessa va quand même vous expliquer ce qu'on va faire. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Donc, pour cette présentation à deux voix, Olivier va d'abord nous parler de toutes les reconstructions de Sappho, toutes les réponses à la question de qui est Sappho, qui ont été proposées à l'Antiquité, donc en passant par aussi Baudelaire, je crois. Olivier va nous parler de Sappho à Rome et aussi la Sappho qui a été reconstituée ou reconstruite en Grèce ancienne. Et puis, dans la deuxième partie de cette présentation, moi, je vais vous parler de la réception de Sappho au milieu du XVIe siècle en France. Et j'espère qu'avec ce parcours très partiel de toutes les différentes réceptions qu'il y a eu de Sappho jusqu'à aujourd'hui, on pourra vous montrer qu'à travers ces différentes perceptions de Sappho, ce qu'on comprend, c'est moins qui a été Sappho, mais qui sont ces personnes qui la regardent et comment est-ce qu'elle est perçue à travers le temps. Donc, peut-être je pourrais revenir à notre titre, Filtre d'amour, filtre de lecture, parce que ce qui rend Sappho si particulière, il me semble, c'est qu'elle est comprise comme un filtre de lecture et que parfois elle devient même un filtre d'amour, comme on va le voir pour certains de ses lecteurs et pour certains des auteurs qui vont essayer de la réécrire. Et je redonne la parole à Olivier pour la première partie. Oui, alors, je voulais effectivement commencer avec Baudelaire, le fameux poème Lesbos, qui est un des poèmes qui a fait scandale à la première publication des Fleurs du Mal, et puis qui donc est présent dans la première édition, mais qui est absent, censuré des éditions suivantes. Je vous ai mis le tout début dont je ne parlerai pas, mais évidemment Lesbos. Alors Lesbos n'avait pas encore la connotation au milieu du 19e, n'avait pas la connotation lesbienne qu'on donne à ce mot maintenant. Pour une femme qui aime les femmes, on disait encore tribade, avec tout ce qu'il y a de dégradant dans le mot, qui vient du latin, enfin qui vient du grec à travers le latin, mais qui et par contre, en fait, Sappho est importante, elle est importante
comme amante et comme poète, on va le voir. Et j'ai mis juste quelques vers. Il y a une strophe complète. Vous voyez que le poème est structuré avec toujours le même vers au début et à la fin de la strophe, et puis ça s'enchaîne de cette façon. Mais il n'y en a qu'une qui est complète ici. Celle qui précède est intéressante, et puis on verra, il y a un peu d'une énigme parce que vous ne savez pas encore pourquoi il est question du cadavre de Sappho. C'est la mort de Sappho. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous savent à quoi ça fait référence. Ça sera l'occasion de mon discours ce soir. Mais on voit qu'il y a une faute, parce que Lesbos doit pardonner quelque chose, et puis une faute qui est fatale, qui transforme Sappho en cadavre. On verra cette faute, elle est intéressante. Et ce qui m'intéresse ici, c'est cette expression « l'amale Sappho », l'amante est le poète. Pourquoi l'amale Sappho, qui est désigné par cet article féminin et cet adjectif qui, même s'il est mis au féminin, évidemment, désigne un être masculin, qui est féminine comme amante et masculin comme poète. C'est ça la question. Donc l'amale Sappho, ça vient de Rome. Ça vient de Rome, ça vient plus exactement d'un passage des Épîtres d'Horace, où Sappho est dite mascula Sappho, mais dans un contexte là aussi très particulier, avec certainement, il s'agit de l'adaptation par Sappho de la poésie d'Archiloque. Ces vers sont très problématiques, très compliqués à comprendre. Il y a des dizaines d'articles sur le sujet, mais il s'agit d'un point de vue métrique. Selon la théorie que suit ici Horace, les maîtres de Sappho seraient dérivés des maîtres d'Archiloque, qui est un poète homme, d'attaque iambique, un poème donc de calomnie en fait, qui est un peu antérieur, donc 7e siècle. Et puis donc il y aurait une adaptation métrique, mais des sujets différents et une disposition différente. Donc c'est une critique qui est littéraire dans ce cas-là, poétique, métrique et thématique. Mais l'adjectif évidemment interroge, et puis le commentaire de Porphyrion, qui est un commentateur à Horace du probablement 3e siècle de notre ère, dit ceci: Sappho est dite mâle, soit parce qu'elle est active en poésie, où le sont le plus souvent des hommes, donc elle serait mâle parce qu'elle est poète, justement, soit parce qu'elle est diffamée pour avoir été tribade, comme on l'a, donc avec une connotation érotique et critique. Il y a un vers de Stas, qui est un poète du début de notre ère, qui souligne cette version d'une Sappho masculine, en ce sens qu'elle entre en poésie, qui est le domaine des hommes. Je ne vais pas la lire, mais vous l'avez sous les yeux. Ouais, je suis passé un petit peu trop vite sur cette dia, mais comme ça, vous voyez déjà la suite. En gros, Sappho n'est ni femme ni homme. Il y a un joli jeu d'échange d'articles scientifiques. Un article de Margaret Skinner sur les poétesses de l'Antiquité grecque, dont le sous-titre est « Why is Sappho a woman ?» Pourquoi Sappho est une femme. Et puis un article de Pamela Gordon qui parle d'Ovide et qui répond à cet article, Ovide auquel on viendra tout à l'heure, qui répond à cet article en disant « Why is Sappho a man ?» Et puis un article de Judith Hallett qui reformule la question en disant « How
Sappho became a man, et puis on revient, on devient femme, mais on peut aussi, dans certains cas, devenir homme. C'est le cas, c'est le drame de Sappho qui, enfin, elle s'en porte très bien. Hein, elle se posait certainement pas toutes ces questions dans son environnement d'origine. Mais la Sappho de la réception, elle est ni femme ni homme, elle est toujours définie par rapport aux hommes. Donc, pardon, je vais trop vite. Donc, elle est définie par rapport aux hommes, et le premier homme par rapport auquel elle est définie, c'est évidemment le poète par excellence. Si elle est la poétesse par excellence, lui est le poète par excellence, c'est Homère. Et donc, Sappho surpasse les femmes en poésie, tout comme Homère surpasse les hommes. Et puis, Sappho est même qualifiée dans une épigramme alexandrine de Homère au féminin, telle une Homérone. Voilà. Et puis, quand Sappho n'est pas un homme, Sappho est une déesse, parce que Sappho ne peut pas être une femme. Donc, Sappho devient une muse. Elle est la 10e. Alors là, j'ai trois exemples. Trois exemples. Alors, le livre 7 de l'anthologie palatine, donc c'est des recueils de petites épigrammes de l'époque alexandrine, donc 3e, 2e, 1er siècle, certaines plus tardives aussi. Le livre 7, c'est toutes des épitaphes fictives, donc c'est une fausse pierre tombale pour Sappho. Tu couvres Sappho, terre d'Éolie, elle, entre les muses immortelles, on la chante comme muse mortelle. Alors, voilà, elle est muse, mais elle est mortelle. Elle est à la fois divine et pas divine, tout comme elle est à la fois femme et pas femme, ou homme et pas homme. Et voilà, cette idée de 10e muse, vous voyez qu'elle revient dans plusieurs de ces textes. Elle est belle parfois. Alors là, quand elle est belle pour sa poésie. C'est le cas dans le Phèdre de Platon. Donc là, on est au 4e siècle avant notre ère. Je ne vais pas le dire. Voilà. Elle est belle ou même sage, peut-être. Alors, c'est plutôt Anacréon, l'homme, qui est sage. Sappho est plutôt belle, mais ça se réfère à sa poésie par comparaison à un discours de Lysias, dont il est question dans ce début du Phèdre de Platon. Mais Sappho est laide aussi, parce qu'elle est laide pour ses mœurs, et elle est laide pour son corps, par conséquent. Je vous ai mis un extrait, c'est un papyrus qui livre une biographie de Sappho. Ces biographies, elles sont largement, évidemment, elles sont basées en partie sur les textes eux-mêmes, mais surtout sur tout ce qu'on a dit de Sappho, c'est-à-dire aussi toutes les comédies qui ont ri de Sappho, tout ce qu'on a raconté comme balivernes sur Sappho. Alors, ça c'est probablement vrai parce qu'il y a un fragment qui parle de sa fille, qui évoque sa fille et sa mère, avec effectivement le nom de Cléis, donc Sappho était mariée. On a le nom du mari qui est un peu plus suspect dans une autre biographie, il s'appelle Kerkulas, qui veut dire la queue. Et donc, il vient de l'île de Andros, qui veut dire l'homme. Donc, c'est probablement issu d'une comédie, ça. Donc, tout est déformé, on ne peut rien croire. Mais tout est construit. Par contre, probablement que c'est vrai qu'elle a une fille, parce qu'il y a effectivement un fragment adressé à Cléis, qui avait le même nom que sa mère à Sappho, donc maman Cléis, Sappho, et puis la petite fille s'appelle Cléis. Elle est accusée par certains d'avoir un comportement déplacé et d'aimer les femmes, Gunaikérastria, donc elle est amante de femmes. D'aspect extérieur, elle semble avoir été méprisable et tout à fait difforme, car elle était de teint basané et de très petite taille. Mais, vous voyez, Sappho la belle, Sappho la laide, c'est pas tellement compatible. Alors, quand on ne sait pas quoi faire, on dédouble. Donc, on parle de deux Sappho. Il y a la poétesse, et puis j'apprends qu'il y avait aussi à Lesbos une autre Sappho, courtisane et non poétesse. Donc, quand
On ne peut pas faire une seule personne avec Sappho. Donc, mais malgré tout, voilà, on dédouble, mais parfois ces deux choses, on les fait coexister. Donc on condense, c'est ce que fait l'autre extrait. Donc ça, c'est la deuxième biographie de Sappho dans un dictionnaire byzantin, la Souda. Voilà, qui a deux entrées Sappho, une sur Sappho, la fille de Scamandronymos dont il est question juste avant, et puis une autre sur Sappho, lesbienne de Mytilène, joueuse de lyre. Donc voilà, elle travaille dans les banquets, c'est une courtisane. Hein. Mais bon, certains ont écrit que à propos d'elle aussi, d'elle aussi, de sa main aussi, il existe de la poésie lyrique. Donc ça veut dire que certains ont attribué une partie des poèmes de Sappho à l'une et une autre partie à l'autre, et voire on fait qu'une personne à partir de ces deux. Puis il y a la possibilité de... C'est un article de Glenn Moss qui dit ça. Donc, c'est trois stratégies: dédoublement, condensation ou narrativisation, parce qu'on peut avoir d'abord une Sappho, puis ensuite l'autre. Elle peut changer en cours de route. Et puis, c'est l'erreur fatale de la faute fatale de Baudelaire. C'est ce qui vient de Rome, de ce qu'elle devient à Rome, en fait. Alors, juste trois mots très rapides pour entre Lesbos, 7e, 6e siècle avant notre ère, et puis Rome, 1er siècle avant, 1er siècle après, un peu à l'articulation de avant notre ère et notre ère. Donc, on ne sait pas très bien comment les poèmes de Sappho, si c'est Sappho elle-même qui a mis par écrit ces poèmes, parce que probablement que l'écriture est déjà en usage pour transcrire de la poésie du temps de Sappho, mais c'est les débuts de l'écriture, et puis l'essentiel de la poésie est pour des circonstances orales. Donc c'est de la poésie orale. Il ne faut pas imaginer que Sappho écrit un livre, mais elle chante des poèmes dans des occasions bien particulières. Maintenant, comment ça se met par écrit et ça commence à circuler? Ça, c'est une grande question. Peut-être, c'est une hypothèse, qu'il y a des poètes qui passent de cité en cité, et donc il y a une transmission locale, et puis ensuite que cette transmission locale passe à travers des poètes itinérants. Et on pense notamment à Anacréon, qui vient de la côte ionienne aussi, donc de l'Asie mineure actuelle, des îles au large de la Turquie, et puis qui vient à Athènes, qui vient à Athènes un peu avant les réformes de Solon. Donc c'est possible que ça soit lui qui, ou en tout cas, après il y a pas mal dans l'iconographie des liens entre Anacréon et Sappho. Donc c'est possible que ça passe par là. Ensuite à Athènes, ça entre dans l'éducation. Donc on apprend, on copie des textes, on apprend on utilise Sappho dans les premières écoles, mais Sappho circule aussi dans les banquets. Et puis, à partir des banquets, où on peut dire toutes sortes de choses plus ou moins sérieuses, ça passe dans la comédie. Puis là, dans la comédie, alors c'est enfin, ça part dans tous les sens. On lui invente toutes les relations possibles. La majorité hétérosexuelle, avec tous les poètes, qui soient contemporains ou pas contemporains. Donc on lui invente mille choses. Et puis c'est ces choses qui ensuite entrent dans la biographie. Donc on voit que c'est complètement pollué. Après ça passe à Alexandrie, où on copie, on édite, on commente, on fait de la poésie. Et puis, à partir de là, ça entre à Rome, 2e, 1er siècle, des épigrammes. On commence à faire des essais de poésie en maître savant. Et puis, on a un boom de la poésie érotique à la fin de la République. Catulle, qui reprend la voix de Sappho, et qui joue avec les genres, et il joue avec ces voix qui sont tantôt masculines, tantôt féminines, et il prend Sappho comme référence.
Après, à partir de Catulle, on a une poésie d'amour qui est soit élégiaque, donc un amour qui en général est malheureux, toujours plus intéressant l'amour quand c'est malheureux, il y a plus à dire, hein. Et puis, donc poésie de pleurs, de lamentation érotique, l'élégie, et puis poésie lyrique chez Horace. Il y a une figure élégiaque qui s'appelle Sulpicia, une femme qui probablement compose de la poésie à cette époque-là, mais on a très peu de femmes poétesses à Rome. Et puis ce qui est intéressant, c'est les héroïdes d'Ovide, parce que Ovide, qui est un homme, fait tout un recueil de lettres d'amantes mythologiques abandonnées. Et puis, probablement à la fin de ce recueil, l'héroïde 15, la 15e, c'est une forme de signature de ce recueil. Et pour signer ce recueil, il donne la voix à Sappho. Et c'est cette lettre qui va nous intéresser. Et je vais vous donner cet exemple-là parce qu'il y a plein de choses qui sont... C'est un poème qui a eu énormément d'importance, d'influence aussi dans la réception postérieure de Sappho. Forcément, à la Renaissance, on avait encore moins de fragments donc, que ce qu'on a nous maintenant. Donc, à part les une ou deux odes qui étaient connues à l'époque, il y a ce poème-là qui a une réception très forte. Il a une transmission assez particulière. On n'est pas tout à fait sûr que ça soit d'Ovide, parce qu'il est transmis séparément du recueil des héroïdes, mais il y a des indices qui font penser qu'il avait cette place de signature du recueil. Et puis, dans cette lettre, Sappho s'adresse à Phaon, qui est son amant. Donc, elle n'a plus des amantes, mais elle a un amant qui l'a abandonné. Voilà. Et puis, elle lui écrit, et ce que j'avais envie de reprendre les questions de la laideur et de la beauté, en lien avec la poésie, c'est le tour de force de cette lettre poétique qui est vraiment... c'est un texte génial. Si c'est pas Ovide, c'est un autre génie qui l'a composé. Mais moi, je crois assez que c'est Ovide. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met en balance le renom poétique de Sappho. Donc, elle s'affirme comme aussi célèbre que son contemporain et compatriote Alcée. Et puis, il enchaîne tout de suite sur l'apparence physique. Donc, si la nature contrariante m'a refusé la beauté, par mon talent, j'équilibre mon déficit de beauté. Donc, en fait, la qualité poétique, elle se justifie en disant la qualité de ma poésie compense... tu devrais m'aimer, parce que si je ne suis pas belle, au moins je fais de la belle poésie. Je suis petite, mais mon nom peut remplir les terres entières. Ma taille, c'est la taille de mon nom. Donc, elle est petite en taille, on l'avait vu dans la biographie, mais elle est grande en renom. Et puis, voilà, je ne suis pas blanche, mais il y en a d'autres qui ne l'étaient pas non plus, qui ont quand même séduit. Et puis, en gros, si tout le monde doit être comme toi, Phaon, aussi beau que toi, pour pouvoir trouver grâce à tes yeux, nul ne pourra être tienne. C'est répété 2 fois. Une fois, une fois dans l'hypothèse, si, c'est la conclusion. Donc il y a un lien elle établit ce lien entre corps et poésie. Et ça va même plus loin parce que dans un passage, je ne sais plus où je regarde moi, peut-être ici, on voit que le corps de Sappho est assimilé complètement à sa poésie. Quand tu me lisais, c'est-à-dire ce moi,
C'est le moi de Sappho, mais c'est évidemment, on ne peut lire, en général, on lit plus un texte qu'une femme, mais c'est quand même le je de celle qui parle. Hein. Donc, moi aussi, je te paraissais belle. C'est-à-dire que je suis laide en vrai, mais quand je parle, je te paraissais belle. Je chantais, tu me volais des baisers. Tu louais aussi ces baisers. En toute partie, je te plaisais. Omni aparté, en toute partie. Cette parse, c'est tous les aspects, mais c'est aussi toutes les parties de l'œuvre, parce que la partie de l'œuvre qui plaît le plus, c'est la partie de l'œuvre où s'accomplit l'œuvre d'amour. Amoris opus, l'œuvre d'amour, donc il y a le terme œuvre, et puis c'est à la fois l'acte d'amour, et puis en même temps le poème qui décrit, qui évoque un acte d'amour. Et il y a cette fascination qui est retranscrite dans cette lettre. Donc c'est un des poèmes les plus érotiques qu'on connaisse de la littérature latine. Hein. Il y a ce passage-là. Une des caractéristiques stylistiques de Sappho, c'est la lascivia, la lascivité, hein, le côté aguicheur, hein, du style. Ben, c'est aussi évidemment quand on faisait l'amour, c'est-à-dire quand tu lisais les poèmes qui évoquent l'acte d'amour, ben, tu aimais notre lascivité, la fréquence des mouvements, donc c'est à la fois une femme et un texte, hein, dans ce cas-là. Les paroles appropriées au jeu, une fois que nous avions tous deux mêlé notre volupté, la longueur extrême qui envahissait notre corps épuisé. Donc il y a un orgasme, et puis ailleurs, elle a un rêve érotique qui est vraiment quasi pornographique. Maintenant, le drame de cette lettre, c'est que voilà, c'est probablement ce qu'évoque Baudelaire, c'est cette conversion. Donc là, les deux Sappho n'en font plus qu'une, mais l'une après l'autre. Parce que avant, il y avait toutes les filles de Pyrrha, de Métime, toutes les filles de Lesbos. Il y a des noms, hein, Anactoria, Attis, qu'on a dans les fragments. On n'a pas Kidro dans les fragments, mais voilà. Ben voilà, ceux qui avaient tant de filles, donc amantes multiples féminines, maintenant, il y a un seul homme qui les possède, amant unique masculin. Elle est devenue, de poétesse lyrique grecque de la Lesbos archaïque, elle est devenue poétesse élégiaque romaine, hétérosexuelle. En fait, elle est devenue un homme, on peut dire, hein, c'est-à-dire, en fait, elle est devenue l'inverse d'un homme, parce que au lieu que ce soit un homme qui écrive à propos d'une amante, d'une femme aimée, c'est une femme qui écrit à propos d'un homme qui l'a abandonné. Mais c'est exactement l'inverse. Et donc, voilà, quand c'est devenu comme ça, ben, on ne peut plus faire de poésie. Parce que ça, ce que vous avez au tableau, c'est pas de la poésie. Parce que l'élégie, c'est pas un chant, c'est une lamentation. Et la lyrique, ben, elle est muette, vous l'avez au deuxième vers ici. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'adresse à ses anciennes amantes, aux filles de Lesbos, et puis elle lui dit, voilà, ça ne sert à rien que vous veniez vers moi, parce que lui a tout pris, a tout emporté. Donc, faites-le plutôt revenir pour que moi, je revienne aussi. Et ça, c'est la chose intéressante, c'est que il y a deux options, mais en fait, les deux options mènent dans un cul-de-sac. Soit Phaon revient, et si Phaon revient, ben, elle n'est plus poétesse lyrique, parce qu'elle n'est plus qu'amante de Phaon. Et si Phaon ne revient pas et à la place envoie une lettre, Sappho se suicide à Leucade. C'est de là que le corps de Sappho, le cadavre adoré de Sappho reviendra peut-être un jour vers Lesbos qui pardonne.
Et donc, dans les deux cas, on n'a plus de poésie de Sappho après ce texte. Donc, d'ailleurs, elle le dit très clairement, hein, si amour la sauve, parce que le sceau de Leucade, deux options, soit on meurt, c'est les amantes qui se précipitent de Leucade, soit on meurt, soit on est sauvé et guéri de l'amour. Et à ce moment-là, ça ne sert plus à rien de faire de la poésie, donc elle va consacrer sa lyre à Apollon. Voilà, et il y a même l'inscription avec laquelle... qui figurera sous la dédicace de la lyre, voilà, les deux vers de cette lyre qu'elle consacrait. Donc il n'y a plus de poésie lyrique, même si il y a guérison de l'amour. La question, c'est la réponse. Et puis, alors Ovide donne un premier élément de réponse dans un poème des Amours, où en fait c'est son copain Sabinus qui écrit des réponses aux héroïdes, aux lettres d'Ovide. Et puis on voit qu'il y a une lettre où Phaon dit, bizarrement il répond, mais il répond qu'il revient. Donc elle consacre sa lyre. Et voilà, il y a plus de, c'est la fin. Donc on est dans un cul-de-sac de l'histoire littéraire, si on veut. Et puis la question que Vanessa va traiter maintenant, c'est comment est-ce qu'on sort de ce cul-de-sac? Merci beaucoup. Donc pour cette deuxième partie de notre présentation, je vais juste parler d'une seule œuvre, et d'une seule œuvre qui est beaucoup plus tardive, mais qui, j'espère, pourra compléter la présentation d'Olivier. Parce que si, avec Ovide, on a vu un homme donc, qui prend la voix d'une femme ou qui va essayer d'incarner Sappho et de terminer avec la voix de Sappho l'histoire littéraire et ses épîtres en même temps, avec l'œuvre dont j'aimerais vous parler pendant les 10 prochaines minutes. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps. Je vais juste faire... Ah, c'est ici, désolé, le mauvais ordinateur. Voilà, avec cette œuvre-là, donc les œuvres de Louise Labbé lyonnaise, c'est l'édition qui est apparue en 1556, donc une première édition apparue en 1555. Là, on a une autrice, une femme qui va aussi se réclamer de Sappho et nous montrer qu'est-ce que ça veut dire pour une femme de se positionner dans la lignée de Sappho et qu'est-ce que cela change par rapport à un homme qui essaie d'entreprendre cette même réécriture d'une voix féminine. Et cette œuvre de Louise Labbé de Lyon est aussi très intéressante pour réfléchir à cette question, parce qu'il n'y a pas non seulement les écrits de Louise Labbé, donc elle a écrit quelques textes en prose qui sont inclus dans ce recueil, et aussi des poèmes en vers. Donc moi, je vais surtout m'intéresser à la première élégie. Mais ce qui est très particulier dans ce recueil, c'est qu'il se termine par 24 poèmes écrits à la louange de Louise Labbé. Et c'est en examinant ces poèmes où il y a de nouveau la référence à Sappho qu'on pourra aussi se demander qu'est-ce que cela veut dire lorsque c'est des lecteurs de Louise Labbé, non pas Louise Labbé elle-même qui va dire « moi je suis une nouvelle Sappho », mais c'est ces lecteurs masculins qui vont dire « Louise Labbé, c'est une nouvelle Sappho ». Donc la question qui va m'intéresser maintenant, c'est la question de savoir quelle est la différence entre une femme qui va s'approprier la voix de Sappho et qu'est-ce que ça fait quand c'est des hommes qui vont identifier une femme à Sappho, une femme autrice à Sappho. Donc pour commencer, et juste pour contextualiser, cette œuvre de Louise Labbé, on sait très peu de choses sur la vie ou l'éducation de Louise Labbé qui a grandi à Lyon, mais on sait que c'est très important qu'elle a pu publier cette œuvre-là dans une ville qui était très proche de l'Italie. Et elle a aussi écrit un sonnet en italien. Mais ce qu'on peut vraiment dire avec certitude, c'est qu'elle publie ce recueil à un moment où la grande majorité des auteurs, ce sont des hommes, et dans un milieu où tout le marché du livre, donc ça veut dire l'impression des textes, l'édition des textes et la diffusion dans des librairies, tout ce marché-là est dominé par des acteurs masculins. Donc ce contexte
implique que Louise Labbé est à la fois en minorité en tant que femme écrivain et qu'elle est dépendante de ces réseaux de diffusion dominés par des hommes. Et dans ce contexte-là, qui est très particulier pour Louise Labbé, la renommée de Sappho est très très importante, où joue, il me semble, un rôle majeur. Parce que, comme Olivier nous l'a dit, donc Sappho, qui figure de façon très importante dans les héroïdes et dans ces épîtres qui étaient lues par tout le monde qui suivait une formation en latin, donc par tous les hommes de lettres du XVIe siècle. Sappho était extrêmement bien connue et cela veut dire qu'elle était aussi connue par certaines femmes, mais c'était beaucoup moins courant pour une femme de suivre une éducation que pour un homme. Mais ça veut dire que la référence à Sappho était une façon de légitimer l'écriture et aussi la publication d'une œuvre au féminin dans cette période du milieu du XVIe siècle. Donc c'est une référence importante à la fois pour Louise Labbé elle-même lorsqu'elle va essayer de justifier sa venue à l'écriture, et c'est une figure importante aussi pour les hommes qui vont essayer de légitimiser la publication de ces œuvres-là rédigées et signées par une femme. Donc pour commencer, je voudrais d'abord vous montrer un exemple ou le premier exemple d'une mention de Sappho par Louise Labbé. C'est dans la première élégie, donc c'est encore une image de Louise Labbé. Donc c'est une gravure qui a été faite la même année que la première publication des œuvres de Louise Labbé. Et puis pour revenir à la première élégie, donc c'est dans cette élégie, et c'est le même genre poétique que celui employé par Ovide dans l'Héroïde, dans toutes les Héroïdes, mais aussi dans l'Héroïde 15, où Ovide fait semblant de parler dans la voix de Sappho. Et c'est dans cette élégie-là que Louise Labbé va essayer d'expliquer ou de montrer comment elle est devenue autrice. Et c'est en faisant référence à Sappho. Donc j'aimerais bien juste vous lire ces 15 premiers vers. Louise Labbé commence en disant « Autant qu'amour d'homme et Dieu vainqueur faisait brûler de sa flamme mon cœur, en embrasant de sa cruelle rage mon sang, mes os, mon esprit et courage, encore lors je n'avais la puissance de lamenter ma peine et ma souffrance. Encore Phébus, ami des lauriers verts, n'avait permis que je fisse des vers. Mais maintenant que sa fureur divine remplit d'ardeur ma hardie poitrine, chanter me fait, non les bruyants tonnerres de Jupiter ou les cruelles guerres dont trouble Mars quand il veut l'univers. Il m'a donné la lyre qui les vers saoulait chanter de l'amour lesbienne et à ce coup pleurera de la mienne. » Donc dans ces vers, Louise Labbé évoque dans un premier temps un passé qui est dominé par amour, donc par le dieu d'amour qui est vainqueur, et qui est aussi caractérisé par l'interdiction de la part de Phébus. Phébus, c'est un autre nom pour Apollon, donc le dieu de la poésie et de la musique. C'est Phébus qui lui interdit, ou Apollon qui lui interdit de faire des vers. Donc ça, c'est de cette façon qu'elle va présenter son passé et elle va contraster ce passé avec le présent qui est introduit par « mais maintenant ». Ce présent qui est caractérisé par une venue à l'écriture et par Apollon ou Phébus qui maintenant lui a donné la lyre, et pas seulement une lyre, mais la lyre qui appartenait autrefois à Sappho. Donc c'est la lyre qui saoulait chanter de l'amour lesbienne, c'est la lyre qui avait coutume de chanter de l'amour lesbienne. Et cette façon de décrire son chemin ou de retracer son chemin vers l'écriture me semble très significative parce que en faisant d'Apollon une figure qui lui donne la lyre, elle inscrit sa venue à l'écriture dans un contexte où ce sont des figures masculines